Alors, dans le même genre fantastico-romantique, on retrouve également le premier film de l'héritier français de Spielberg, et oui, rien que ça, où la dualité se caractérise également comme un échange d'apparence. Je vous parle donc de La dernière vie de Simon, réalisé par Léo Carman, écrit par Sabrina B. Karine et Léo Carman, sorti en 2020. Revendiqué par ses créateurs comme un héritage de la filmographie de Spielberg, Cameron ou encore Zemeckis, le film met en scène Benjamin Voisin, Camille Clarisse et le frère du réalisateur Martin Carman. Premier film très bien accueilli et par la critique presse et par la critique du public, alors que le film n'a eu que 44 jours d'exploitation à cause, et oui, on s'en rappelle tous, du premier confinement. Totalisant donc un nombre de 18 900 entrées en France, ce qui est plutôt peu. La dernière vie de Simon raconte l'histoire de Simon, 8 ans, orphelin. Son rêve est de trouver une famille prête à l'accueillir, mais Simon n'est pas un enfant comme les autres. Il a un pouvoir caché. Il est capable de prendre l'apparence de chaque personne qu'il a déjà touchée. Alors qu'il rencontre Thomas et sa sœur, Madeleine, qui l'invitent chez eux pour un week-end, la vie de Simon va brutalement changer. Alors, dans ce film, on retrouve la thématique du double par le biais de l'échange entre l'identité, comme on vient de voir pour Your Name. Et alors, devenir quelqu'un d'autre pour avoir ce qu'il a. Soit le privilège, ce qui nous rappelle un peu Us. Donc c'est deux corps en fait pour une même âme. Donc on a un début du film qui est très énigmatique et avec une, entre autres, magnifique gestion du fantastique. Que ce soit par un manque de budget ou juste par une mise en scène très pertinente et intelligente face à son propos, pour moi peu importe car au final le résultat rend très très bien et je trouve que ça rend service au film. La première transformation de Simon par exemple se passe dans le noir complet, et en fait on voit juste la petite lampe torche qui se baisse et d'un coup un enfant qui saute dans son lit. La seconde par exemple c'est celle dans la tente chez Thomas, alors qui cette fois se passe de face, avec cette ambiance lumineuse très chaude et vaporeuse, en fait on se sent comme une espèce de bulle temporelle où les enfants s'amusent, où les limites du monde adulte disparaissent et d'un coup on les retrouve plongés dans la possibilité en fait de laisser entrer le surnaturel. Ou encore, par exemple, une troisième transformation qui se passe par un très beau jeu d'ombre très découpé, avec en fait une projection de cette ombre sur le mur derrière les enfants. Et en fait, une fois que la logique est entrée dans l'esprit du spectateur, alors la plupart des transformations ne sont même plus montrées à l'écran. Et on le voit, par exemple, entrer dans un plan en tant que Simon, puis en ressortir en tant que Thomas. Ce qui, je trouve, fait honneur, j'ai envie de dire, à la puissance du montage au cinéma. On a une bande originale notamment composée par Erwan Chandon, qui est très très belle et qui je trouve est une magnifique inspiration de John Williams, avec ses lignes mélodiques au violon qui épousent très très bien l'avancée du récit et aussi des tensions qui sont montrées petit à petit dans la vie de cet enfant. Et on a ces envolées mélodiques avec des instruments à vent, du triangle, des violons, et à la fois légèrement énigmatiques, et en fait qui reconstruisent presque immédiatement dans notre imaginaire l'association au conte et au fantastique. On a un thème récurrent qui est aussi entre des tonalités mineures, majeures, et une sorte de pastille un peu douce, amère, mélancolique, joyeuse, innocente et grave à la fois. Et en fait, je trouve qu'on retrouve un peu cette dualité-là dans la musique, ce qui est assez... comme je le disais, pour Us, on a une vraie utilisation intelligente, j'ai envie de dire, du thème mélodique et de la manière dont ça peut rencontrer et le genre qui est le fantastique, et en même temps la thématique même du film, qui est celle de cette dualité chez ce petit garçon. Et je pense qu'on peut parler même d'une sorte de mix en fait entre Harry Potter et un peu la musique composée par Williams des films de Spielberg. Pour le coup, j'ai ressenti exactement les mêmes influences, le même équivalent. J'ai l'impression de typiquement me retrouver dans une composition de John Williams. Et c'est marrant parce que du coup, en prenant un peu de recul, on se rend compte que ça change totalement comment dire? Pas l'identité d'un film, mais l'atmosphère qu'on se fait d'un film. Là, typiquement, ça donne une atmosphère clairement enchanteur, quoi. Même si, le film pourrait être vu, je sais pas, comme un drame, bah, ça donnait un peu ce côté enchanteur, ce côté un peu, magique, merveilleux, et c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, je trouve, dans le cinéma français, notamment des compositions musicales, si fortes, qui se remarquent autant. Et là, le fait qu'il y en ait une, on le remarque d'autant plus, et ça nous permet d'inscrire un peu, ce film dans cette tonalité, et surtout
on comprend du coup, par conséquent, l'héritage réclamé de toute la période Spielberg, John Williams, quoi. Donc c'est vraiment très fort à eux, en tout cas. Donc c'est un personnage qui vit une double vie, une double identité, dont l'une d'elles doit être complètement reniée. Et là, en fait, on arrive sur la thématique qui, je pense, se lie un peu à la leçon, entre guillemets, du film, qui est celle du mensonge et de ses conséquences, la plupart du temps tragiques. Et déjà, en fait, on se rend compte que dès le début du film, la toute première apparence de notre personnage, donc la toute première caractérisation de Simon, c'est déjà à travers les traits d'un autre. Et du coup, la première apparition et la première, du coup, apparence physique, mais également la première caractérisation du personnage de Simon, et ben, c'est déjà à travers les traits d'un autre. C'est à travers les traits d'un ouais, c'est un orphelinat, hein. Les moniteurs du centre Voilà. pour les. Un des employés, on va Exactement. dire, entre guillemets, de l'orphelinat. Et d'ailleurs, une scène qui, moi, m'a fait penser à Us, parce que ça se passe aussi dans une fête foraine, la nuit. L'ambiance en moins, parce que c'est une fête foraine fermée, mais bref. Et donc, pour revenir sur l'orphelinat, pour moi, c'est un endroit, en fait, déjà, où on sent que l'identité est difficile à conserver. Dès le début, le plan commence avec énormément d'enfants qui jouent, qui courent partout. On a du mal à les distinguer, on a du mal à faire même la part entre chacun, sachant qu'avant, on a à peine vu le visage de Simon, donc il faut un peu le chercher dans la foule. Et d'ailleurs, en fait, on retrouve Simon qu'à la fin du plan, quand il est face à un miroir. Et je crois qu'il est en train de se recoiffer. Et là, un autre gamin arrive et lui fait la remarque qu'il est trop laid et que personne ne voudra jamais l'adopter. Et donc déjà là, on se rend compte que le personnage se trouve face à un miroir, donc déjà face à un double de lui-même. Et qu'en plus, on a cette question de l'apparence, en fait, qui surgit déjà. Mais là, en l'occurrence, c'est pas très sympa, mais c'est le fait qu'il, selon l'autre enfant, il est laid. Et donc, on peut aussi déjà commencer à entrevoir peut-être une sorte de problématique face à ce qu'il est, juste à une identité qui est difficile à faire émerger à cause du contexte dans lequel il se trouve. Et on peut même, en fait, au final, se demander si c'est pas le rapport à une famille qui permet, en fait, de développer et de créer une identité. Ce qu'au fond, Simon n'a pas, et qui est symbolisé par sa capacité à se métamorphoser, en fait, en tous ceux qu'il a déjà touchés, en fait, tous ceux sur qui il a déjà eu un impact physique. Sauf qu'en fait, on peut aussi également se demander si c'est pas un manque d'identité. En fait, si ce manque d'identité, pardon, n'entraîne pas aussi un problème de dualité dans la personnalité. Il y a un truc à trouver à ce niveau-là, parce que c'est pas très clair dès le début. Bah, je suis pas tellement d'accord parce que pour moi, je trouve que le début, justement, toute cette séquence dans l'orphelinat est relativement claire et pose déjà les enjeux du personnage. Bah, typiquement, on l'a dit, Simon est un jeune orphelin qui a été abandonné à la naissance et tout, potentiellement aussi à cause de son don. Et comme tous les orphelins, comme on l'a dit, son vœu le plus cher de tout orphelin, c'est d'être adopté et aimé au sein d'une famille. Classique en somme. Cependant, le fait que Simon ait un pouvoir de métamorphose, ça décuple ce sentiment que peut ressentir un garçon dans cette situation. En effet, l'identité d'un enfant se construit beaucoup sur le modèle parental ou le modèle d'un cercle proche. Et le fait que les orphelins n'ont pas de modèle périn, c'est-à-dire durable, pour les accompagner durant leur croissance, perturbe possiblement ce développement de l'identité et de la personnalité. Maintenant, si on ajoute à ça un enfant capable de métamorphose, et vous obtenez un être humain sujet aux troubles dissociatifs de l'identité. Par conséquent, Simon dans le film se voit confronté à son plus grand défi, comme tous les enfants, à savoir devenir son propre modèle, trouver sa propre voie. Et le film, je trouve, pose les bases de ça, c'est que durant tout le film, Simon doit apprendre à vivre sa propre vie et ne pas vivre la vie des autres, ne pas vivre dans le mensonge. Il doit apprendre à suivre sa propre voie, à faire ses propres choix, à être maître de son destin, là où son pouvoir l'oblige en un sens à vivre dans le mensonge, caché, reclus, pour au final être accepté et aimé des autres. Bah, oui, sauf que, par exemple, tu vois, sa capacité, en fait, son pouvoir de métamorphose, on ne sait pas vraiment à partir de quand il est présent, enfin, à partir de quel moment il arrive. On ne sait pas si c'est dès la naissance, si c'est quelque chose qu'il a développé, par exemple, par après. Donc, pour moi, il y a déjà un flou à ce niveau-là. Donc, je trouve que le film pose très bien ses bases. On est quand même sur un film
fantastique, mais avec, je trouve, un esprit d'enfant qui n'est pas très compliqué. Donc oui, le film, je trouve, pose très bien ses bases, il n'y a pas de problème. Moi, je trouve quand même que la personnalité de Simon est très très complexe à ce niveau-là. Et je trouve que c'est un personnage qui déjà dès le début a du mal à distinguer en fait ce qui est bien, ce qui l'est pas, sa propre identité de celle des autres. Après, c'est un enfant, quoi. Oui, forcément, c'est un enfant. La notion de bien et de mal pour un enfant, elle est toujours. Enfin, elle est trouble. Surtout si t'as pas de manuel parental pour te dire que ça c'est bien, ça c'est mal. Bah, c'est ça, c'est qu'en plus, c'est un enfant qui grandit sans modèle parental, sans en fait figure d'exemple, ou à part peut-être celle qui croise des rares adultes qu'il peut croiser dans l'orphelinat. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, il a déjà en fait un début de vie qui est assez, je trouve, chaotique. Et à mon avis, c'est pour ça que ce qui se passe dans sa tête au moment où il se rend compte que le petit Thomas, donc son ami, a eu un accident, bah, ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là, c'est très justifié au final, parce je pense, pour moi, je l'ai vraiment presque entendu se dire, en fait, personne ne verra sa vie changer par la mort d'un enfant qui vit dans un orphelinat, parce que son identité, au final, n'existe pas vraiment aux yeux des autres, ou pas Bah, complètement. en tout cas, c'est ce qu'il pense. C'est ce qu'il pense en tout cas. C'est ce qui se dit. Bah oui, c'est ce qui se dit, même si on peut se dire que c'est probablement pas vrai. Mais à ce niveau-là, c'est très très fort, parce que les conséquences de l'action qu'il va entreprendre sont gigantesques. Et lui, en fait, il minimise l'impact que son existence a ou a eu. Bah, typiquement, ce moment-là, pour moi, je trouve que c'est un des deux moments les plus fondateurs, les plus importants, les plus ultimes, importants dans la vie de Simon. Typiquement, ce choix qu'il fait de savoir est-ce qu'il prévient les parents de la mort du garçon avec le bénéfice de l'honnêteté, mais le risque qu'il n'ait plus de contact avec la famille et qu'il se retourne dans son orphelinat tout seul, ou alors de mentir à tous et à tous ceux qu'il aime et à lui-même en prenant la place de Thomas dans la famille, dans sa vie, afin de sortir de sa condition d'orphelin et avoir un nouveau départ. Bah, typiquement, ça va se retrouver une deuxième fois. Et du coup, bah, dans ce gouffre, dans lequel Thomas trouve la mort, bah, comme dans Us, ça permet d'échanger les rôles en fait. À travers ce lieu, le personnage principal décide de sortir de sa condition, adoptant une nouvelle identité, donc une nouvelle vie, comme une promesse d'une vie meilleure, comme dans Us. Et donc ici, la copie devient originale, comme si l'effacement du double n'était qu'un choix pour une vie meilleure. Malheureusement, cette dualité ne disparaît pas, au contraire, et elle ne fait que s'inscrire profondément en nous, ou ici, dans l'âme de Simon. Et malheureusement, cette dualité va se retrouver confrontée à l'adolescence. Oui, et surtout, comme tu l'as dit, Thomas, c'est quand même le personnage qui, je trouve, a une des morts les plus affreuses. C'est celui qui tombe Totalement. dans l'oubli, qui disparaît, en fait. Il a plus de corps, il a plus rien. Bah, on peut même plus retrouver son corps, en fait. Il y a même plus de corps, il y a plus de traces matérielles physiques, quoi. Exactement. Et du coup, en fait, Simon, en prenant la place de Thomas, il prend l'identité d'un fantôme en devenant lui-même un, parce que du coup, il doit renoncer, comme tu l'as dit, à son identité. Il peut plus jamais reprendre l'apparence de Simon, et il est obligé de rester dans celle de Thomas. Et voilà, exactement comme dans Us, on a l'idée que Thomas tombe dans les profondeurs et qu'à partir de ce moment-là, tu disparais. Et puis du coup, un autre, en fait, va venir profiter du privilège que Thomas a, soit dans ce cas-là, une famille. Même si dans le film, je tiens quand même à dire que c'est parfaitement compréhensible du point de vue de l'enfant. Il y a quelque chose d'horrible là-dedans quand on le dit et quand on l'analyse, je trouve. Mais c'est vrai que dans le film, c'est très bien amené parce on est dans l'empathie du personnage, on comprend la démarche. Et surtout, bah, Simon, il n'a rien à se reprocher, en fait. La mort de Thomas est accidentelle. Oui, il n'a rien à voir là-dedans. Et typiquement, est-ce que... Enfin, c'est très humain de se dire, est-ce que je retourne à ma condition de vie de merde d'orphelin qui va potentiellement ne jamais avoir de famille. Et déjà, le mec de base, il n'avait pas beaucoup d'amis, hein. C'est vrai. Ou alors, est-ce que je m'autorise à avoir une nouvelle vie, à être aimé par une famille, quitte à jouer un rôle? Je pense que tout le monde pourrait avoir ce genre de questionnement et tout le monde peut comprendre pourquoi le choix de Simon, pour le coup. Oui, le film n'en fait pas un monstre, hein, mais à aucun moment le film n'en fait un monstre. Et après, je trouve, comme tu l'as dit là, au final, à nouveau, c'est mentir et tromper, se métamorphoser pour le privilège. Pour moi, c'est le sens profond du film rejoint d'une certaine manière Us.
Il y a cette idée de privilège, de ce que tu n'as pas, et du coup, tu dois te transformer, tu dois agir de manière un peu sournoise pour y arriver. Et il y a des micro-détails dans le film qui rendent extrêmement bien la violence de la métamorphose en Thomas. Il y a ce geste qui m'a vraiment marqué, c'est... bon, d'abord, il ment à sa sœur, qui n'est pas vraiment sa sœur, Madeleine en tout cas. Il lui ment, alors qu'elle le suspecte déjà, Ouais, dès le premier jour. Dès le premier jour. dès le premier jour, ou alors qui espère. En fait, on sait pas. Elle est un peu dans cette espèce d'entre-deux où d'un côté, je pense qu'elle aimerait bien que les deux soient vivants, mais c'est vrai qu'elle avait une sorte d'affection pour Simon qui rend la chose vraiment horrible. Donc à ce moment où déjà elle l'interroge et lui ment vraiment ouvertement pour la première fois. Et puis il y a ce moment de l'enterrement de Simon où ils vont placer l'urne dans le cimetière. Et là, en fait, il se rend compte qu'il doit se mettre dans la peau de Thomas. En fait, face à sa propre mort symbolique, il se rend compte vraiment des conséquences de l'enjeu, qu'il doit se mettre dans la peau de Thomas, à travers en tout cas son apparence physique, et qu'il doit en fait devenir Thomas. Et on voit cette main qui se lève, mais légèrement hésitante, et qui reproduit le tic qu'il a avec sa mèche de cheveux, enfin qu'avait Thomas avec sa mèche de cheveux. Oui, tout à fait. Et là, là, je pense qu'on voit vraiment le côté, j'ai envie de dire presque vicieux en fait du truc. Parce qu'il est là en train de devoir reproduire un geste qu'il a observé chez son ami et qu'il est obligé de refaire pour se faire passer. Et là, je trouve qu'on va vraiment dans la profondeur de ce que ça implique en tant que conséquence, même pour un enfant. Bah, clairement, c'est la perte de son individualité, de son humanité, au profit d'un personnage qui va devoir jouer durant toute sa vie, quoi. Comme s'il avait fait un pacte avec le diable où, ok, tu vas vivre avec l'amour au sein d'un foyer, au sein d'une famille qui t'aime et tout, mais tu peux dire au revoir au Simon d'avant, à ton jeu, à qui tu étais avant. Maintenant, tu n'es plus que Thomas. Un point, c'est tout. Et c'est une violence sans nom, comme tu le dis. C'est d'une violence sans nom et en même temps, j'ai l'impression que c'est vraiment toute la leçon de ce personnage-là. Je pense que si sa vie, entre guillemets, avait mené à quelque chose vraiment, une sorte de leçon, j'ai envie de dire, de vie, bah, à mon avis, c'est celle-là. Et on voit que cette leçon de vie, elle est notamment apprise par le biais de Madeleine, donc de sa, entre guillemets, sœur. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour cette raison que la fin est telle qu'elle est et qu'il doit en fait, spoiler alerte, se sacrifier pour sauver. En fait, il doit se sacrifier et lui et Thomas, donc son apparence de Thomas, et donc sa vie pour laquelle il s'était déjà sacrifié une première fois, pour la sauver elle. Alors que ce qui est drôle, c'est que dès le début, le personnage de Madeleine, c'est celle qui est caractérisée comme ayant un problème au cœur. Et pourtant, c'est celle qui, je trouve, c'est le mieux aimé de tous les personnages. Ah, tout à fait, hein. Tout à fait. Mais je suis pas tellement d'accord. Il sacrifie pas Thomas, hein. Thomas, il sacrifie bien d'avant, hein. Oui, mais en fait, il sacrifie le corps de Thomas. Enfin, son apparence, quoi. Parce que quand il est sur le lit avec elle à la fin, il a son apparence. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Il est Voilà. obligé, ouais, de se mettre en Thomas pour rendre le cœur compatible en termes de sang, oui, mais l'enveloppe corporelle, quoi. Oui, il sacrifie pas Thomas en tant qu'être d'individualité, mais en tant que corps. Et du coup, pour moi, ce qu'il apprend de Madeleine, c'est que tout est une sorte d'échange au final. Et que la vraie et seule raison de renoncer au soi, bah, c'est dans l'amour de l'autre ou c'est dans le but d'aider l'autre. Et que c'est la seule démarche en fait pure et sincère qui justifie la perte du soi. Et non pas pour le privilège comme il a pu le faire avant, ou pour essayer d'obtenir ce qu'on a perdu. Et c'est ainsi en fait qu'il se sert de ce qu'il avait utilisé à ses propres, enfin pour son propre bien entre guillemets, confort. Enfin c'est pas du tout les bons termes, désolé. Mais soit là en l'occurrence le corps de Thomas, mais pour sauver Madeleine, en fait il sacrifie son propre cœur par amour pour elle. Mais du coup, on a parlé au début du fait que bah Simon, typiquement, il allait vivre une vie dans le mensonge. Et là où je trouve ce qui est intéressant, c'est que bah, à trop vivre dans le mensonge, on oublie à force le chemin de la vérité et par conséquent qui nous sommes. Et ça, c'est montré en termes avec subtilité dans la mise en scène, peu après.
où des années après ont passé et on découvre Thomas, donc du coup Simon déguisé, à l'aube de ses 20 ans, travaillant dans l'entreprise familiale de fabrique de miroirs. Tiens donc, wink wink, qu'est-ce que c'est subtil. Je plaisante, je plaisante. Donc du coup, la scène, elle débute par Thomas qui répare un miroir. Et ce qui est intéressant, c'est que son visage n'est pas visible. En fait, le décor autour de lui est ponctué de plusieurs miroirs qui le découpent en plusieurs morceaux. Donc au-delà d'une dualité que cela peut révéler du personnage, ça révèle aussi d'une fragmentation de sa personnalité, en montrant toute l'étendue du pouvoir de Simon et aussi le fait que sa personnalité, elle est tellement fragmentée qu'elle n'est limite plus présente, quoi. Et ce n'est bien plus tard, en fait, qu'il nous est donné de pouvoir enfin voir son visage, comme si, au final, cela ne comptait pas, comme s'il n'était pas défini par son apparence. Et c'est lorsque sa famille fait son anniversaire, donc celui de Thomas, que celui-ci, en regardant des photos de famille, se rend compte de la supercherie. Comme si tant d'années à vivre dans le mensonge lui avaient fait oublier sa véritable identité. Alors, c'est dans une glace que ce dernier alla se confronter à son véritable lui. C'est comme si des années après, il n'avait pas vu sa véritable apparence, et ainsi, au même titre que le spectateur, Simon allait rencontrer son apparence de son lui à 20 ans pour la toute première fois. D'ailleurs, Vas-y, vas-y. D'ailleurs, juste pour rebondir là-dessus rapidement, ce que je trouve assez incroyable, c'est qu'il me semble que pour faire la transition entre le corps de Thomas qu'il a et le corps de Simon qui va apparaître, il me semble qu'il y a une espèce de travelling avant sur du coup le reflet du miroir qui s'approche du corps de Thomas. Et en fait, quand tu ressors, t'es sur Simon. Il s'est transformé en Simon. Et du coup, on a presque l'impression qu'en fait, la caméra rentre dans le miroir pour aller chercher justement cet autre soi. Exactement. Et on regarde aussi que, lors de ça, Simon se met à nu. Littéralement, il enlève tous ses vêtements. Et c'est comme s'il devait retrouver son corps, enlever ses apparences, tout ce qui le... Enfin, enlever sa coquille, sa seconde peau, pour voir... Ces objets du mensonge. Voilà, exactement. C'est pour voir le véritable lui, quoi. Et je trouve que c'est là que le film commence... Enfin, c'est là que la vie de Simon commence, parce qu'en fait, ce geste de liberté, c'est la porte vers plus de liberté, quoi. C'est la possibilité, ici, dans le miroir, il voit sa possibilité de vivre sa vie. Et pour Simon, cela se traduit par la confrontation de son ancienne vie, à savoir Thomas, et de sa nouvelle vie, Simon, au sein d'un même corps. Et c'est malheureusement cette double vie, cette dualité assumée, qui va le mettre en faux. Et la première personne qui va le découvrir, je vous le donne en 1000, c'est Madeleine. Parce que oui, on l'a dit, elle avait imaginé depuis le début qu'elle avait des soupçons sur la véritable survivante de cet accident. Et donc du coup, au jour du 20e anniversaire de Thomas, le bouleversement que va vivre Simon va avoir pour effet secondaire de se répercuter dans la vie de Madeleine. En effet, lorsque Simon décide de vivre ça sous sa véritable apparence, Mad tombe immédiatement amoureuse de lui, voyant à juste titre le fantôme de Simon refaire surface des années après. Mais c'est lorsque Mad avoue ses sentiments pour Simon, parce que dans le film, ils sont au cours d'une bonne relation de couple, c'est quand elle avoue ses sentiments pour Simon à son frère, donc du coup en Simon déguisé, que ce dernier trahit sa couverture. Parce que touché par les mots de Madeleine, son apparence en Thomas ne peut cacher son regard plein d'amour qu'il a envers la jeune femme. Et ayant de plus en plus de doutes, elle va donc le suivre et apprendre la vérité. Et là, un choix cornélien se pose alors devant elle. Depuis toutes ces années, est-ce qu'elle aimait son frère ou est-ce qu'elle aimait Simon qui s'y cachait? C'est un choix, c'est vrai que c'est un choix bizarre, mais j'ai l'impression qu'au fond, elle a toujours su quand même que c'était Simon. Donc ça rend quand même le truc un petit peu moins bizarre, entre guillemets. Ouais, dans ce cas-là, c'est un choix chelou quand même. Un choix plutôt fucked up, mais... C'est sûr que ce que j'aime vraiment chez le personnage de Madeleine, c'est que c'est un personnage extrêmement authentique. Et c'est Oui, pour ça que totalement. elle voit en fait à travers les masques et qu'elle voit aussi... Et en fait, c'est le personnage qui se pose des questions. J'ai l'impression que les parents sont un peu aveuglés, consciemment ou inconsciemment d'une certaine façon, mais que Madeleine, c'est le personnage en fait qui est déjà un peu... j'ai l'impression qu'elle est un peu hors en fait de cette société parce que déjà elle avait eu des problèmes, elle a eu des problèmes depuis toute jeune. Elle a l'air d'être un peu rebelle, un peu dans l'âme.
Bah, c'est quelqu'un qui se rebelle pour la vie, quoi, qui se bat pour vivre, en fait. Oh, oui, bah, c'est un personnage qui se bat pour la vie. Et en plus, je trouve c'est le personnage le plus naturel, c'est le personnage le plus authentique, c'est celle qui sait le mieux aimer. J'ai l'impression qu'en fait, Madeleine, j'ai l'impression que c'est une sorte de personnification même de la vérité au final, parce que c'est elle qui va, par exemple, tuer littéralement son frère à coups de fusil. Donc la scène est extrêmement violente. C'est vrai, en plus. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement violent parce que on a Ouais. l'impression tout le long qu'elle va pas le faire et qu'au final, c'est la vérité crue, quoi. C'est la vérité qui fait mal et qui est violente, qui est brutale, mais qui en même temps rend les choses transparentes. Bah, justement, en fait, ce moment-là, c'est Simon qui se trouve confronté au même choix qu'il y a 20 ans, en fait. C'est le choix de est-ce que je révèle la vérité et que du coup je suis honnête avec tout le monde, quitte à en assumer les conséquences, à savoir le rejet, l'exclusion, tout ça, ou est-ce qu'il continue à vivre dans le mensonge ou à fuir et ne blesser personne. Mais en revanche, cette fois-ci, eh ben Mad, comme on l'a dit, elle va pas lui laisser le choix. Eh ben, typiquement, elle va lui imposer la vérité en lui tirant dessus, sachant que quand il se fait quand il reçoit un mal étranger dans un corps, il peut en guérir en changeant notre apparence, un autre corps. Donc du coup, le tuer sous l'apparence de son frère l'oblige à révéler sa véritable apparence. Mais d'ailleurs, quand même, tu dis qu'elle est confrontée au même choix qu'il y a 20 ans. C'est peut-être pas 20 ans, je ne sais plus, pardon. C'est vrai qu'il est confronté au même choix qu'il a eu. Bah, en fait, aux mêmes possibilités qu'il a eues dans le passé, sauf que bah, le personnage fuit quand même à la fin. La vérité lui tire dessus. Madeleine lui tire dessus. Sauf que c'est quand même le personnage qui fuit. Et tout à fait, en fait, parce qu'il peut pas affronter le regard des parents de Thomas et il est obligé de fuir, en fait. Parce que là où avant il était le fils prodigue qui allait hériter du business de la famille, maintenant il n'est vu que par un freak, comme un monstre, une monstruosité, quelqu'un qui les a menti, quelqu'un qui les a trompés durant toutes ces années. Et bah, d'ailleurs, c'est pour ça que quand il fuit, là, il a plein de sang sur lui, il y a la police qui le traque. Typiquement, il est vu comme un monstre, comme quelqu'un de traqué qui ne mérite plus qu'une chose, c'est de disparaître, de mourir ou de se faire Emprisonné. de payer pour ses crimes, pour ses fautes. Mais, mais, problème, c'est que Simon, il peut pas vivre indéfiniment comme fugitif. Il se rend compte très rapidement, en fait, qu'il ne peut vivre très loin de Madeleine. Et en fin de compte, c'est un peu comme. Ils sont un peu les deux comme Roméo et Juliette, je trouve. Deux amants qui ne peuvent se réunir car la société ne peut les comprendre. Et il y a une très belle scène où Simon est traqué et Madeleine, du coup, est constamment en quête d'un regard d'une personne quelconque qui pourrait la regarder comme Simon la regarde. Et par conséquent, on a cette scène où, sur la plage, où Madeleine voit un vieillard la regarder fixement, sans bouger. Et là, elle se rend compte véritablement que bah, c'est Simon qui se cache derrière. Et c'est d'une poésie sans nom. C'est l'idée même que l'amour transcende l'apparence, transcende. C'est juste un regard, une émotion qui s'en dégage, quoi. Et Bah, c'est la leçon qu'on a de Your Name, un peu. exactement, exactement. Et d'ailleurs, le montage est très beau parce que elle s'en rend compte, du coup, elle l'accourt vers lui. Et au moment où elle plonge dans ses bras, boum, il se transforme en son véritable lui, en Simon. Et ça, j'ai trouvé ça très beau, quoi. Mais pour conclure, bah, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. En fait, au final, le plus important, ce qu'il apprend, Simon, c'est que peu importe toutes les facettes que l'on porte, le plus important, au final, c'est de trouver la personne auquel on est prêt à donner sa vie. Peu importe le type d'amour, amoureux, filial ou amical, le plus important, c'est avec qui on va se lier son cœur et son âme. Et c'est notamment ce qu'on apprend dans Your Name, c'est notamment ce qu'on apprend dans la dernière vie de Simon. Et ce dont a compris Simon, car bah, littéralement, il le fait physiquement et psychologiquement, recevant par la même occasion les luttes de son cœur, en lui donnant littéralement, en termes philosophiques, son cœur, et en termes physiques, son cœur. Non, mais oui, je suis d'accord, c'est un film. Le film est classique dans sa mise en scène ou même dans son scénario d'une certaine manière. Mais je trouve quand même qu'il y a cette beauté fantastique qu'on retrouve.
Et j'ai hâte en fait de voir comment en tout cas Leo Carman va innover ou va évoluer dans son propre style et dans ses propres problématiques. En fait, j'ai envie de voir son prochain film pour voir si on retrouve cette même thématique de dualité, si c'est quelque chose qui traverse son œuvre ou pas, parce que je pense que ça peut être plus il va évoluer et plus il va aller loin dans sa carrière cinématographique. Je pense que plus on va avoir une sorte d'auteur en fait qui en ressort. Donc moi j'ai très hâte. Peut-être que oui, il va se détacher un peu plus de l'ombre de Spielberg, de l'ombre de Thomas, pour être son véritable Simon. Ah, j'adore. Donc c'est la fin de cet épisode. Un grand merci à tous de nous avoir suivis. Ce podcast, il serait pas là sans Théo Mouti, aka M2TY, qui assure toute la post-production du podcast et la composition musicale, ainsi qu'à l'artiste Moria via son entreprise Hérésie Graphique, qui nous a fait un taf incroyable pour imaginer et créer le design pour Cinématrice. Donc, un très grand merci à eux. Vous pourrez bien évidemment suivre leur travail via leurs liens inscrits dans la description de tous les épisodes. On vous encourage grandement à le faire car ils sont juste très talentueux. Prenez soin de vous, à la prochaine et gros bisous. Ciao.